Fiat en Amérique du Nord, Fiat au Canada, ça ne marche pas. C'est des véhicules italiens faits pour un marché italien. Ils essaient de grossir, essaient de faire quelque chose pour l'Amérique du Nord. Ça ne marche pas. C'est une recette italienne qui ne marche pas en Amérique du Nord. C'est pas parce que ça va marcher en Europe que ça va marcher en Amérique du Nord. Ça, c'est un véhicule qui a été mal adapté au marché, je pense, en général. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, je vous parle du top 10 des voitures neuves qui a le plus en inventaire que personne n'achète. Oui, j'ai trouvé une liste dernièrement, puis je suis beaucoup ça quand même, de tous les véhicules qui ont de la misère à vendre, qui en ont beaucoup en inventaire, qui personne n'achète en général. Oui, ils se vendent, mais ils ont difficulté à se vendre, je pourrais dire, en général. La liste est faite à partir des résultats printemps 2024, surtout aux États-Unis, mais regardez, je vais être franc avec vous, les chiffres des États-Unis sont très relatifs, sont très semblables à ce qu'on pourra retrouver ici au Canada. Puis les chiffres au Canada, malheureusement, sont très durs à accéder. Alors, ma source, ça vient de chez caredge.com. Alors, on y va avec les pires véhicules. Puis en même temps, ça va vous dire un peu, est-ce que si vous êtes sur le marché, pourquoi ces autos-là, ils ne se vendent pas? Est-ce que vous êtes au courant qu'ils ne se vendent pas? Est-ce que c'est un deal d'acheter ça? Pourquoi que les personnes n'achètent pas ces véhicules-là? Je vais aller en détail là-dessus. Regardez, on y va avec la liste. Puis on va y aller en descendant, je pourrais dire, en allant jusqu'au numéro 1. On commence au bas de la liste, numéro 10, avec la Nissan Leaf. La Nissan Leaf, c'est pas une surprise de ce côté-là. C'est un produit qui a de l'âge, c'est un véhicule électrique. Il n'y a pas les performances qu'on retrouve ailleurs, peut-être sur le marché. Il y a beaucoup un peu d'histoires d'horreur qu'à long terme, c'est des véhicules qui ne gardent pas, je pourrais dire, leur valeur. Fait que ce côté achat, c'est pas un super achat, je pourrais dire. Puis quand on est avec un produit désuet comme ça, surtout électrique, à mon avis, à moi, c'est pareil comme si on achèterait un vieux téléphone. Fait que attendez-vous pas que quand vous achetez le téléphone, même s'il est neuf, mais il est déjà dépassé de plusieurs générations, attendez-vous pas que dans 5 ans, le téléphone va valoir quelque chose. C'est ça qui se passe avec la Nissan Leaf, à mon avis, à moi. Numéro 9. Un autre produit de chez Nissan, le Nissan Titan, qui a été discontinué. Alors, c'est sûr et certain, quand un produit a été discontinué, c'est pas très attirant de l'acheter, ce produit-là. C'est pas un produit qui va nous mettre en confiance d'acheter, je pourrais dire. Puis, le Titan, depuis ses débuts, je pourrais dire, a toujours été dans l'ombre des 5 autres pick-up, je pourrais dire. Il n'a jamais surpassé l'avant-dernier qui est chez Toyota, puis très loin derrière les Américains qui est Chevrolet, GMC, Ford et Ram. Donc de ce côté-là, Nissan a essayé fort, mais regardez, à long terme, je pense qu'ils n'ont pas réussi à faire leur place, puis ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans, puis en bout de ligne, je trouve que le Nissan Titan, ça a été un flop, à mon avis, à moi. OK, on passe maintenant au numéro 8, Maserati Levante. Même histoire que le Nissan Titan, un modèle qui est très dispendieux, et qui n'a pas la meilleure réputation côté fiabilité, puis qui a été discontinué. Donc, de ce côté-là, c'est sûr et certain, si vous êtes intéressé d'avoir un VUS un peu italien, avec un V8 sur le capot, c'est le temps de aller chercher un Levante. Mais c'est juste que, encore une fois, il y a plusieurs choses dans ce camion-là qui sont dépassées. On en a eu un à l'essai, là, environ 2 ans. Un camion que j'ai adoré conduire, mais il était tellement cher. Puis il était cher dans ce temps-là. Il était pas. Je pense que c'était même avant que les camions puis tout ça, les VUS se mettent vraiment à monter dans les prix. Je pense que la peinture, c'était quasiment 15 000. Super camion, mais dedans, c'était l'écran, tout était dépassé. Ça valait vraiment pas son pesant d'or. Fait que ça, il y en a beaucoup en inventaire. Ils disent qu'il y en a que 770 en inventaire. Fait qu'ils ont difficulté à les vendre. Une surprise un peu dans la liste, c'est le numéro 7, Genesis GV60.
qui ne se vend pas. Regardez, peut-être que celui-là n'aurait pas fait le poids ou peut-être la liste si on serait au Canada. Mais là, on voit une tendance aux États-Unis. Il y a des véhicules électriques qui, de plus en plus, ils sont de moins en moins populaires. Regardez, je pense que Genesis, ça reste une marque encore un peu obscure, surtout pour les Américains. Même pour les Canadiens en général. Puis là, le GV60, beaucoup en inventaire, puis il ne se vend pas. Je suis surpris parce que, à mon avis, j'ai préféré. Moi, je trouvais que le Genesis, c'était celui qui était le meilleur des trois. Là. Il y a une X5, le EV6 puis le GV60. C'est toute la même voiture, différentes versions, différentes marques, mais c'est toute la même voiture sur la même compagnie. Je trouvais que le GV60 combinait le côté pratique de la Ioniq 5 avec le côté sport de la EV6. Puis je trouvais que c'est le plus beau des trois aussi. Mais I guess que les gens n'aiment pas ce véhicule-là. Fait que ça, il y en a beaucoup en inventaire. Fait que tu sais, des fois, ils disent là, les véhicules, là, tous les véhicules électriques, il faut attendre 2 ans. C'est pas le cas. Je suis sûr certain pour Genesis, c'est pas le cas. Après ça, on monte dans le numéro 6. Audi SQ8, on va dire ça, c'est un peu une espèce de Lamborghini Urus sans avoir le badge. Alors, ça, il y en a beaucoup en inventaire. C'est un véhicule très dispendieux. On joue dans les 110 000 US avec 150 000 facile au Canada. Je pense que peut-être que c'est un produit qui n'a pas eu assez d'attention. Peut-être qu'il est un peu dans l'ombre du russe. Je ne sais pas ce qui se passe avec le SQ8. Je pense qu'il allait en vendre plus qu'il pensait. Très dispendieux, très sport aussi. Je pense que les gens, peut-être que pour ce prix-là, ils veulent quelque chose qui flash un peu plus. D'après moi, c'est ça qui se passe de ce côté-là. Un autre véhicule électrique, on est rendu numéro 5 maintenant. Subaru Solterra. Regardez, je pense depuis le début, le Solterra, je trouve que c'est un véhicule qui n'a pas rapport dans le line-up Subaru. Ils le font pour avoir un véhicule électrique. Ils le font en partenariat avec Toyota, avec le BZ4X. Même chose pour le Toyota BZ4X. Il n'est pas dans la liste, là, mais je pense qu'ils ont la difficulté à le vendre. Ils essaient de le pousser gros. On voit gros des publicités, puis on n'en voit pas sur les chemins. Je pense que c'est un produit qui est inférieur à la compétition en moyenne, qui joue dans les mêmes prix où c'est pas plus cher. Puis chez Subaru, regardez, je vais être franc, ça ne fit pas avec Subaru. Un Subaru, on va là pour la traction intégrale, le lifestyle un peu Subaru qui est différent des autres, des autos un peu plus wagon, des autos qui sont capables d'aller faire du hors-route ou une approche un peu plus sportive comme la WRX ou la BRZ. Là, avec la Solterra, pourquoi aller chez Subaru pour un véhicule électrique? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce véhicule électrique-là, comparé d'un autre? Il n'y a pas un système symétrique. Il n'y a pas quelque chose de plus spécial. Puis, depuis le début, je pense que le Solterra, là, c'est vraiment un des véhicules qui a le moins de succès chez Subaru puis qui ne marche pas avec la brand. Puis que même si on aurait un virage 100% électrique, Subaru en souffrirait vraiment des grosses conséquences parce qu'on viendrait tout gâcher la magie Subaru. Puis je trouve que toute l'identité Subaru et la magie Subaru, on ne la retrouve pas dans le Solterra. Puis je pense que c'est pour ça que personne n'en achète. À mon avis, à moi. Bon, après le Subaru Solterra, on a le fameux Ford Ranger. Quand même une surprise de ce côté-là. Il y a presque 5000 unités disponibles. Ça, je pense que la part des gens qui sont intéressés au Ranger, ils attendent la nouvelle génération du Ranger. C'est ça qui se passe. Celui-là, il y a comme une excuse. Il est en transition de génération. Puis c'est le jour et la nuit entre les générations. Fait que là, je pense que à cause que les nouveaux Rangers ne sont pas tout de suite arrivés, les gros rabais ne sont pas encore appliqués sur ces Rangers-là. Une fois que Ford va appliquer des gros rabais sur les vieux Rangers, je pense que là, ils vont être capables d'écouler qu'est-ce qu'on a en inventaire. Après ça, on tombe au numéro 3, Volvo C40. Un petit VUS qui était pas mauvais, le C40. Je trouvais quand même qu'il était beau. Je pense que la version coupée est moins populaire que l'autre parce qu'on enlève une version un peu plus pratique. Beaucoup en inventaire, véhicule quand même dispendieux. Moi, je l'avais bien aimé, le C40.
Mais I guess que tout le monde va prendre la version qui n'est pas coupée. Peut-être que c'est le cas pour ça. Que de ce côté-là, chez Volvo, on a discuté avant ce modèle-là. Un modèle qui commence à prendre de l'âge. La dernière fois qu'on a essayé un Volvo, on le disait, on n'était pas capable d'avoir Apple CarPlay sans fil, Android Auto sans fil. L'écran, ça vient de petite. L'écran n'est pas up-to-date aujourd'hui. Je trouve que Volvo a eu des laissés-aller côté technologie pour suivre la compétition. Fait que je pense que c'est un modèle qui allait être plus populaire. Ils en ont pompé beaucoup. Puis les gens n'en achètent pas en général. Numéro 2, pas une surprise de ce côté-là. Ça n'a jamais bien marché. Puis le numéro 2 est relié au numéro 1. Fiat 500X. Fiat en Amérique du Nord, Fiat au Canada, ça ne marche pas. C'est des véhicules italiens faits pour un marché italien. Ils essaient de grossir, essaient de faire quelque chose pour l'Amérique du Nord. Ça ne marche pas. C'est une recette italienne qui ne marche pas en Amérique du Nord. C'est pas parce que ça va marcher en Europe que ça va marcher en Amérique du Nord. Ça, c'est un véhicule qui a été mal adapté au marché, je pense, en général. Puis, je vais vous dire, ici, dans le marché américain, c'est un véhicule qui est très laid. Il est vraiment pas beau. Puis, les ventes n'ont jamais décollé dans les Fiat. Je ne sais même pas pourquoi il y en a encore. Je pense qu'ils vont tous les enlever ici bientôt. Là, ils continuent à faire les Fiat là, électriques. Mais même à ça, c'est comme... C'est tellement mal adapté. Même les petites Fiat 500... la dernière fois que je m'assis dedans, je trouvais ça beaucoup trop petit. Ça donne à rien d'avoir des petits véhicules comme ça ici. Là. Les gens en ville, de plus en plus, ils ne peuvent plus avoir d'auto. Ça coûte trop cher, le parking, le ci, le ça. Ils vont aller en transport en commun, avoir des bicyclettes électriques, peu importe. Puis ici, on en a du parking, on en a de la place. On n'a pas besoin d'avoir un petit véhicule compact, tout serré, puis être pogné avec, à se frotter les épaules avec les autres. Ça ne marche pas. C'est un véhicule qui est très mal adapté pour notre marché. Maintenant, on passe à notre fameux numéro 1, le Dodge Hornet. Ils disent que... parce que là, j'ai plusieurs chiffres, OK? Ils me disent que c'est le Market Day Supply, ça veut dire qu'ils peuvent... Mettons, ils arrêteraient d'en faire là. Combien de temps les dealers pourraient comme, être corrects sans manquer d'auto, je pourrais dire. Le Hornet, c'est 646 jours. Côté total des chiffres qu'il y a aux États-Unis là, à vendre là, présentement, là, ça ne compte pas le Canada, il y a 15 000 unités. 15 000. C'est 14 994. 15 000 unités. Dans les 45 derniers jours, il y a rien que 1000 unités qui sont sorties de là. Toutes les autres, là, ils prennent en considération du prix puis du market day supply. Toute la kit, c'est 500, 1500, 4000, 3000. Il n'y en a pas un qui est en haut de 5000. Là. Lui, il est à 15 000 unités. Le Dodge Hornet, c'est un flop total présentement. C'est un véhicule que les gens ne veulent pas acheter, qui est trop cher. Je ne l'ai même pas eu à l'essai, puis je suis convaincu. Toutes les choses que j'avais dans la tête, là, je sais qu'on n'a pas sorti l'essai du Alfa Romeo Tonale, il va être bientôt disponible. Le Tonale, c'est le Dodge Hornet, mais version Alfa Romeo. Tout ce que je m'attendais qu'il soit un petit peu décevant dans ce produit-là, il était au rendez-vous et encore plus. Alors, Dodge Hornet, même histoire que Fiat, c'est un produit qu'on dirait qui a été designé par des Européens, des gens en Italie, de chez Stellantis, qui ont mis de côté tout l'héritage Dodge, toute la latitude américaine, les muscle cars, les ci, les ça. Là, je rappelle qu'avant que le Dodge Hornet arrive là, chez Dodge, là, on avait environ juste 3-4 produits. Durango, Charger, Challenger, c'est pas mal ça. Le Dodge Hornet, c'est un VUS Sport qui est pas tellement rapide, OK? Que je suis sûr et certain que la suspension est extrêmement rigide puis que l'intérieur n'est pas pratique. La moyenne de vente du Dodge Hornet, c'est 42 000 US. Fait un bon 50 000 canadiens. De ce côté-là, regardez, là. Le Dodge Hornet est trop cher.
Il y a une approche VUS Sport que personne ne veut dans ce segment-là. Personne ne veut ça. Personne ne veut un VUS qui est juste correct, qui a une suspension dure dans les airs. Les gens cherchent une économie d'essence, une bonne performance normale, mais le confort ou les capacités en route vont être prioritaires à une tenue de route. Les gens là, qui achètent ces VUS-là, ils ne s'en vont pas dans un canyon là, faire des routes sinueuses ou il faut que ça tienne bien la route parce que vous êtes dans des petits chemins européens. Tout ça. On fait de l'autoroute ici, on est en Amérique du Nord. C'est quoi ça? C'est un produit mal adapté, c'est pour ça qu'il ne se vend pas. Je ne l'ai même pas eu à l'essai, puis je vais être franc avec vous. Là. C'est un produit que je ne veux même pas mettre à l'essai encore. Puis rien que pour vous dire, là, ça fait un bout de temps qu'il est sorti, le Hornet. Ça fait presque fait plus qu'un an qu'il est arrivé en concession. C'est pas ça. On a eu de la difficulté à mettre la main dessus pour mettre un essai. Normalement, là, un produit comme le Dodge Hornet comme ça, qui est supposé être un hot cake qu'on appelle, là, d'après moi, là, il aurait fallu que tous les journalistes, tout le monde, des influenceurs, tu le prêtais à n'importe qui, faire des événements pour que les gens puissent l'essayer. Voilà 1 an, ça n'a pas été le cas. Puis, ils sont tous en train de défaire chez Stellantis. Moi, je suis très... De ce temps-ci, je vais être franc, je suis très déçu. L'autre jour, ils ont congédié 400 personnes, puis il paraît que ces 400 personnes-là, ils appellent ça des cols blancs, là, ou peu importe, des gens qui sont plus haut placés en compagnie, là, pas des gens qui travaillent à l'usine. Il paraît que presque toutes les 400 personnes, ils venaient des États-Unis. Je ne sais pas ce qui se passe chez Stellantis. Je ne sais pas si c'est juste né par l'Italie puis la France. Puis je sais que la France a une certaine... Ils ont acheté des parts de la compagnie. Puis là, l'Italie, le gouvernement va en acheter. C'est géré par des gens que... Je m'excuse, là. C'est comme... Le Dodge Hornet, c'est pareil comme si on essaierait de vendre un Dodge Charger en Europe. Puis là, il est trop gros, il a trop un gros moteur, il coûte trop cher à plaquer, tout est trop gros, tout est chunky, tous les sièges, tout est trop gros pour le marché. Puis là, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. C'est ça qui se passe. Ils ont fait un petit VUS qui était adapté littéralement pour l'Europe, avec qu'est-ce que les gens en Europe peut-être désirent. Puis là, ils l'ont appliqué ici, puis ils enlèvent tout ce que les gens aimaient de chez Dodge, ils l'enlèvent. Il n'y a plus de Challenger, il n'y a plus de Charger. Là, il va y avoir le Charger Daytona qui va être avec un 6 cylindres, puis c'est pas ça qui va sauver la compagnie, là. On va se dire, là, c'est des voitures sport, c'est pas ça qui fait vivre une compagnie. C'est des véhicules comme ça. Je sais pas ce qui se passe chez Dodge. Il va falloir qu'ils réduisent leur prix. D'après moi, il coûte trop cher à produire ce véhicule-là. Parce que, justement, il y a un peu la DNA d'un Alfa Romeo. Tu sais, d'après moi, ils ont développé plus un espèce d'Alfa Romeo, puis après ça, ils ont changé les badges, puis là, ils ont mis le Dodge dessus, puis là, ils font comme, mais tu sais, c'est pareil comme si je conduirais un Alfa Romeo Tonale, c'est italien, tout le kit, mais là, c'est Dodge dessus. On s'en fout. Le monde qui achète des Dodge, là, ils veulent pas un spaghetti, ils veulent un hamburger. C'est ça qui se passe, là. Ils font la mauvaise recette pour le mauvais marché. Ils essaient de faire une pâte fancy. Là. C'est pas comme si on serait dans un restaurant fancy, puis c'est du monde qui achète des hamburgers. C'est du monde qui va au McDonald's. C'est pas du monde qui va au restaurant fancy italien. C'est ça qu'ils font. Je trouve qu'ils l'ont pas. Je vais rentrer en détail quand je vais vous donner l'essai routier du Alfa Romeo Tonale. Il y a tellement de trucs qui m'ont déçu dans ce véhicule-là que je comprends pas pourquoi quelqu'un achèterait ça. Puis qui achète ça? Des petits VUS sport que ils sont pas rapides. C'est pas comme si on achèterait un X3 M Compétition. Ça, c'est sport. Ça marche. Ça, c'est vraiment sport. Là, c'est comme, t'as un moteur un peu plus fort que les autres, puis là, t'es jacké dans les airs, puis t'as une suspension dure, puis en dedans, t'as des sièges un peu plus serrés et durs. T'as toute une attitude sport. Ça, c'est bon dans un auto. Dans un VUS, je comprends pas pourquoi ils font ça dans un VUS. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Puis, pourquoi pour avoir une approche pratique? Pourquoi avoir une approche peut-être pour l'économie d'essence? Pourquoi pas une approche comme tout-terrain, lifestyle? Regardez, chez Subaru, ça marche. Puis Subaru, c'est pas une grosse compagnie comme Stellantis.
Les gens, les chemins ici, là, ils ne s'améliorent pas. Ils s'en viennent de plus en plus à chier. Il y a de plus en plus de nids de poules. De plus en plus, les partis politiques, ils n'investissent plus dans l'infrastructure. Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, on le voit, les ponts tombent. Et il faut des véhicules qui soient adaptés à toutes sortes de routes et non que les routes s'adaptent aux véhicules. Ça ne marche pas, ça. En plus, on est dans des marchés que les routes sont plus belles, des fois, dans le sud des États-Unis, ces choses-là. Au Canada, pourquoi je vais aller m'acheter un VUS pour avoir une ride qui est pire qu'un Honda Civic? Avec une économie d'essence qui va être le double d'un Honda Civic, puis peut-être autant d'espace qu'un Honda Civic. C'est ça que le monde font. C'est pour ça que le monde a de la logique. C'est pour ça qu'il y en a quasiment 15 000 à vendre. À mon avis, à moi. Il va falloir que les bonnes personnes soient mises à bonne place chez Stellantis parce que Stellantis, s'il continue à s'en aller sur ce chemin-là avec des méga flops comme ça, je ne sais pas où ils s'en vont. Là. Puis s'ils n'ont pas du succès aux États-Unis et au Canada, c'est bien beau le reste du monde, mais je pense que le gros de leur argent, ou ce qu'ils en font, c'est en Amérique du Nord, surtout avec des marques comme Jeep, puis Ram, puis etc. Tu sais, on dirait qu'ils ont oublié qui qu'ils étaient. Tu sais, moi, je pensais que le Dodge Hornet, ça aurait été la nouvelle Néon. Une Néon, c'était abordable, puis ils ont fait des modèles sport après ça. Tu avais différents modèles abordables, un petit peu plus sport, puis tu avais le modèle SRT4. Là, ils sont tout de suite jumpés à un prix premium avec une marque qui est supposée être abordable à monsieur tout le monde. Ça ne marche pas. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ce top 10 dans les commentaires? Est-ce qu'il y a un modèle en particulier qui vous pensiez qu'il valait la peine? Ou peut-être que ça nous donne l'opportunité d'avoir une certaine liste à surveiller que peut-être dans le futur, il va y avoir des gros rabais applicables sur ces modèles-là pour justement vider les inventaires. Ou peut-être que vous êtes plus comme moi, même s'il y a un rabais, ben, si personne ne veut vraiment de ces véhicules-là présentement, est-ce que dans le futur, ça va être des véhicules qui vont être difficiles à revendre ou qui ne vont pas garder leur valeur? Ça risque d'arriver. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et on se revoit dans un prochain podcast.